Je vais tenter de parler comme Valérie tente de vivre. Alors, j'ai à côté de moi Assim, bien heureusement, et moi debout, parce qu'à ce moment-là, l'équilibre est parfait. Laurent Cachard. Je vous l'avais présenté très rapidement dans l'annonce de l'info de la séance d'aujourd'hui. Donc, en tout cas, il est écrivain et on le voit quand on lit ses livres. Tout ce qu'il est à côté, il pourra vous le raconter parce qu'il fait plein d'autres choses. Entre autres, il est prof, mais ça, c'est pas ce qui est le plus... Alors, on va parler de sociologie tout de suite. Voilà. Donc, moi, il était tout à fait d'accord parce qu'il vient de terminer d'écrire un livre qui lui a pris 10 ans de temps parce qu'il est très documenté, il est très dense, Aurélia Kreit. Donc, je lui ai demandé s'il était dispo pour venir le présenter à une des séances. Et je vous l'avais demandé, vous étiez tous d'accord de faire la connaissance et de Laurent et de ses œuvres, et de ça, en particulier de sa dernière œuvre. Bien, Laurent, Aurélia Kreit, la genèse, d'abord le titre. C'est un roman. La genèse, il est gros. Il est gros, mais faut pas enlever de page, donc c'est déjà pas mal. Parce que moi, je connais des livres qui sont gros et on pourrait en enlever la moitié et il resterait gros. Voilà. La genèse du livre, tu veux en parler ou tu avais préparé? Parce qu'on ne s'est pas du tout vu pour. Moi, c'est en fonction de ce que tu veux. Je peux en parler du début à la fin. Oui. Je suis. En tout cas, d'abord, je vais commencer par vous remercier d'être aussi nombreux. Je suis très content d'être ici à l'invitation de Marie-Ange. Ça fait un moment qu'on entend parler systématiquement Philomère, club de lecture, les autres activités. Moi, je n'ai jamais adhéré à Philomère. On se connaît juste. Enfin, il y a des personnes qu'on commence par connaître, qui sont dans d'autres associations à d'autres endroits. Il y a des visages, puisqu'on est à 7, qui sont connus. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment de m'avoir invité. Venir ici, alors j'ai eu l'habitude dans mon parcours d'écrivain dont je vais vous parler de rencontrer des clubs de lecteurs. Donc ça, c'est toujours très intéressant parce que ce sont souvent des gens qui ont un contact avec la littérature qui est assez poussé. C'est toujours un peu impressionnant parce que prendre la parole devant une assemblée aussi grande, c'est quand même quelque chose d'assez dense. Je vais vous dire 2 ou 3 mots de moi écrivain parce que annoncer que je suis prof, parce que je suis prof effectivement. Alors je travaille, et déjà j'aime bien préciser parce que je travaille depuis 5 ans maintenant, donc nous m'arrivons à 7. 7 est une ville que j'aime depuis 25 ans et j'ai eu l'opportunité de venir y vivre. Et je suis professeur de français au lycée de la Mer. Donc je travaille dans le lycée professionnel Paul Bousquet, le lycée de la Mer. Et ça, c'est toujours très important pour moi puisque je fais partie des gens, il y en a des célèbres, il y en a d'autres qui sont moins connus, qui ont... C'est un sociologue qui s'appelle Bernard Lahire, qui c'est le seul à avoir fait un livre sur la condition de l'écrivain, par exemple, et qui développe très bien cette idée-là, c'est que l'écrivain, il a forcément, pour gagner sa vie, un deuxième métier. Et que le deuxième métier, comme le premier ne rapporte pas grand-chose, devient souvent, dans l'ordre des choses, le premier métier. Et moi, je veux dire, je suis toujours très attentif à mes élèves, à l'idée de leur apprendre des choses, de les faire progresser, mais je considère vraiment, socialement, et ça a été dur dans une vie, par exemple, que écrivain, c'est mon premier métier. C'est-à-dire que moi, j'ai consacré depuis... j'ai 51 ans, j'ai eu 50 ans l'année dernière, ça fait plus de 30 ans que j'écris, et à partir de 40 ans, j'ai décidé que j'allais consacrer ma vie à l'écriture. Donc, ça nécessite des choix, une organisation assez particulière. Et puis, j'ai eu de la chance. Alors, je vais vous parler de moi en tant qu'écrivain parce que j'ai beaucoup attendu. C'est quand même le lot. J'ai eu une chance inouïe en tant qu'écrivain. Alors, je vais vite parler d'Aurélia Kreit, mais j'ai eu une chance inouïe en tant qu'écrivain. C'est que j'ai fait, à 25 ans, j'ai écrit 2 romans, par exemple, dont je pensais absolument qu'ils allaient révolutionner la littérature et qui sont, comme tout le monde, et qui comptent sans doute parmi les romans les plus mauvais de l'histoire de la littérature. Mais j'ai eu de la chance parce qu'ils n'ont jamais été édités. Et donc, heureusement, parce que sinon, je ne serais pas devant vous. Ta réputation Et voilà. serait... Et parce que c'est ce qui est essentiel et ce qu'il faudrait expliquer à des jeunes littérateurs,
littérateur, comme dirait Baudelaire, c'est que je les ai dans un tiroir secret de mon bureau, et à chaque fois que j'entame un travail d'écriture, je ressors ces manuscrits-là, je les lis, j'ai une affection vraiment très particulière pour ces manuscrits, mais ils sont atrocement mauvais. Cela étant, j'ai une circonstance atténuante. Moi, je fais partie de la génération des gens, en tout cas des étudiants, à qui on a présenté l'autofiction, par exemple, comme étant le genre révolutionnaire de la littérature, notamment avec Serge Doubrovski. Et donc, nous, on en a toujours entendu parler de ça, et on a mis beaucoup de temps avant de savoir que cette démarche-là, et Serge Doubrovski lui-même, était un imposteur. Moi, je le dis tout à fait ouvertement. Bon, c'est pas le débat, mais ce qui veut dire que, par exemple, moi, j'ai très vite compris, et quand j'ai eu des éditeurs, j'ai très vite compris que le principe de la littérature, c'est très 19e, ce que je vais dire, mais c'est de raconter une histoire. Donc, il faut raconter une histoire. Et alors, Tu veux m'interrompre ? Juste une incidente. Le mot que tu viens d'employer, Serge Doubrovski, un imposteur, pourquoi emploies-tu ce mot? Mais c'est pas le débat. Je pourrais en parler tout à l'heure. Le mot est fort, mais je pourrais vraiment défendre cette thèse-là très facilement. Mais je t'expliquerai comme ça. C'est-à-dire que quand on promet un certain nombre de choses dans l'écriture, je pense que c'est extrêmement important de le tenir. C'est-à-dire que Doubrovski, il a à longueur de romans. Alors, le roman qui a le plus marqué de Doubrovski, c'est Le Livre brisé en 89, avec cet épisode de sa femme qui se suicide en lisant le manuscrit. Et tout ce qu'il a annoncé à longueur de manuscrit, à longueur de roman dans ces années-là, il ne l'a pas tenu. Un jour, moi, par exemple, j'étais en train de me dire, mais tiens, on n'entend plus parler de Doubrovski, et c'est marrant parce que fait un peu anodin comme ça, mais je lis le lendemain qu'il sort un bouquin. Moi, je pensais qu'il était mort depuis longtemps. Je pensais qu'à minima, il avait arrêté d'écrire. Il a continué à écrire sur cette décrépitude du corps. Doubrovski avait promis dans tous ses bouquins, tu peux les relire un par un, que jamais il n'accepterait de voir venir le 21e siècle, qu'il se donnerait la mort parce qu'il avait vécu la mort de tellement près qu'il se la donnerait, qu'il serait maître de tout ça. Il ne l'a pas fait. C'est une faiblesse humaine qu'on peut accepter chez quelqu'un, mais dans la littérature, ça me paraît toujours un peu embêtant. Alors, peut-être le mot était un peu fort, mais en tout cas, je le pense, moi, littéralement. Et surtout, je ne suis pas le seul à le penser, parce qu'il faut lire un livre qui est déjà ancien. Mark Weissman, c'est pour ceux qui le connaissent, a écrit un livre qui, je sais plus, je crois que ça s'appelle Mon oncle, parce que c'est Doubrovski, son oncle. Il le dézingue. Il y a juste un terme, il le dézingue. Alors, avant de vous parler d'Aurélia, je voulais simplement, parce que je suis pas un écrivain très connu, mais j'ai un parcours qui est un parcours assez atypique. Et notamment, mon premier roman édité. Je pense que ça parlera à un certain nombre de personnes ici. Il s'appelle Tébessa 1956. Et c'est un livre qui a été édité quasiment 10 ans après que je l'ai écrit. Et il se trouve que Tébessa 1956, et ça raconte l'histoire d'un jeune appelé du contingent qui quitte sa Croix-Rousse, qui est un quartier de Lyon, le quartier dont je suis issu, et qui quitte sa Croix-Rousse natale, et qui se retrouve pour faire son service militaire en Algérie, et qui se retrouve pris dans une embuscade qui a effectivement tout à fait existé, sur laquelle je m'étais documenté. Et là, c'est le récit en voix intérieure, c'est-à-dire que c'est lui qui raconte cette embuscade-là. Il ne comprend absolument rien à ce qui lui arrive. C'est quelqu'un de totalement innocent, voire complètement naïf au niveau politique. Il ne sait pas ce qui se passe, il est juste confronté à sa mort. Et ce roman-là, par exemple, c'est un roman très court, il fait une centaine de pages, et c'est un roman qui m'a totalement échappé, parce qu'en partant de la petite édition, il a grimpé un certain nombre d'échelons, il a été pris dans des sélections. Alors je dis pas ça par gloriole, c'est juste que d'un coup, vous avez une exposition. Alors c'était très drôle, parce que moi je me suis retrouvé dans un bus qui m'amenait à une rencontre en commun avec Claudie Gallet, et Claudie Gallet qui en était qui venait de vendre 400 000 exemplaires des Déferlandes, par exemple. Moi, j'étais au moins à 400 dans Tébessa, ça nous faisait un point commun. Ça commençait pareil. Voilà. Et donc Tébessa, par exemple, c'est assez fascinant, parce que c'est un roman dont tout le monde s'est emparé. Il s'est passé quelque chose d'assez émouvant pour moi, c'est qu'un extrait de Tébessa a été sélectionné dans un manuel scolaire. Donc ça, c'est quand même quelque chose pour un écrivain, c'est assez une marque de reconnaissance. De se voir dans un index avec Shakespeare, je vous assure qu'il y a un petit côté... ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien à l'ego, mais pas seulement, c'est juste... Et surtout que c'est un roman que des gens quand les gens s'intéressent, il y en a beaucoup s'intéressent à la période de la guerre d'Algérie, ils finissent toujours, comme le roman n'est pas très connu, ils finissent toujours par tomber dessus tardivement, et ce qui fait que c'est un roman qui a plus de 10 ans d'existence et qui continue de vivre, dont je sais
sais qu'il continue d'avoir une vie. Alors, c'est pas un roman, ça se mesure pas en termes de nombre de ventes ou de choses comme ça, c'est simplement quand les romans ont une vie, ça paraît intéressant. Et à partir de là, eh bien moi j'ai compris ce que me disait mon éditeur, c'était raconter véritablement une histoire, s'effacer au maximum, mais raconter une histoire. Ensuite, j'ai sorti 2 autres romans, dont le deuxième qui s'appelle La partie de cache-cache. Alors, formidable. Je mets systématiquement, je vais arrêter, je vous expliquerai pourquoi j'arrêterai. C'est-à-dire que j'ai eu le prix du deuxième roman décerné à Grignan là-bas. Et ça, c'est très très drôle pour moi parce que dans la liste, il y avait 4 auteurs en course à la fin. Et dans la liste, il y avait Le domaine des murmures de Carole Martinez. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman-là. Chez Gallimard, elle venait de dégoter tous les prix. Je me suis dit déjà, moi, que je sois dedans, c'est bien. Et Carole Martinez qui sera aux Automnales, en l'occurrence. Hein. Et bon, ils me l'ont donné à moi, c'est cool. Ce qui me permet de dire que comme Carole Martinez venait de rater le Goncourt d'une voix en face d'Alexis Génie, et comme j'ai battu Carole Martinez d'une voix, ça me fait à égalité avec le Goncourt. Donc là, vous ne le savez pas, mais je suis un prix Goncourt putatif. Alors, ça, c'est mon parcours littéraire. Et puis, depuis 2014, je suis chez un autre éditeur, le Réalgar, qui est un éditeur de Saint-Étienne, et qui a commencé, en fait, par ouvrir une galerie. Donc, c'est quelqu'un qui avait une galerie d'art, et qui a commencé à faire des espèces de petites parutions qui mêlent à la fois le travail d'un artiste et puis le travail d'un écrivain. Donc ma première édition avec lui, c'est une nouvelle sur Camille Claudel qui s'appelle Valse Claudel. Donc avec il y a systématiquement des représentations, par exemple, d'un peintre à l'intérieur. Donc ça, c'est tout un petit travail. Ensuite, j'ai fait un livre sur Paco de Lucia, c'est-à-dire une biographie déguisée parce que je fais parler Paco de Lucia au moment où il meurt. Donc il est en train de parler à son fils de 9 ans et il lui explique de ne pas être triste et il lui explique ce que c'était que le flamenco et la fameuse transmission comme ça. Et puis mon dernier, il y a 2 ans, qui était un ovni littéraire qui s'appelle Girafe la fatigue, qui est un travail sur le portrait dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure. Et dans le même temps, depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis mon premier éditeur, je m'étais dit j'ai envie d'écrire ce que j'appelle moi un roman russe. Voilà. Parce qu'un roman russe, c'est toujours fascinant. On a tous lu Tolstoï, par exemple. On a lu ça, on a lu Gogol. Enfin, en tout cas, et mon idée, c'était de travailler parce qu'à chaque fois qu'on me parlait de mes romans, on me disait du bien de mes romans, mais il y avait toujours quelqu'un qui finissait par dire c'est un petit roman. Pas en termes de qualité, mais en termes de des romans de 100, 150. Cela étant, pour un écrivain qui débarque, c'est quand même mieux de faire un bon bouquin de 150 pages plutôt qu'un bouquin de 400 dans lequel il faudrait enlever 100 pages, comme tu dirais. Donc j'avais ça, mais j'avais toujours l'idée un peu. Enfin, mon premier éditeur me disait mais tu excelles dans le domaine court, et c'est un peu vexant, quoi, parce qu'on a envie de faire quelque chose. Et puis je me suis dit, je me suis pas dit ça. Alors là, je vais vous parler de la Genèse parce que c'est important, même si ici ça va pas forcément vous parler, parce que c'est une espèce de blague de potache en fait. Et quand je vois que j'ai sué sang et eau pour pendant 10 ans pour ça, à partir d'une blague de potache, maintenant j'en souris, mais ça n'a pas toujours été drôle. Alors je vous explique, Aurelia Kreit et la petite fille qui est en photo sur la couverture, c'est un groupe de rock de Lyon dans les années 80. Ils ont commencé en 1983, ils ont arrêté en 1988. Autant vous dire que même s'ils étaient célèbres sur la place Yonels, ils n'ont pas dépassé la ville. Donc plus personne ne les connaît. Ils n'ont absolument rien sorti, à part une cassette 4 titres. Et cette cassette 4 titres, ils sont allés la présenter à la FNAC dans les années 80. Et moi, j'étais là. Et le jour de cette présentation de la cassette, ils ont distribué un prospectus sur lequel il y avait une espèce d'histoire qui commençait en Ukraine en 1904, en disant Aurelia Kreit quitte le pays, quitte l'Ukraine, et elle s'en va, elle traverse l'Europe pour retrouver son père, ce qui n'est pas l'histoire que j'ai racontée après, mais pour retrouver son père, et en fait elle finit par traverser l'Europe. Autant vous dire, et là je vais lâcher une information, que dans les 5 lignes qu'ils avaient consacrées au synopsis de cette histoire, ils annonçaient que Aurelia Kreit est morte en 1921 à 17 ans à Lyon, et moi c'est absolument pas du tout ce qui s'est passé, mais dans ma tête, et moi j'avais 17 ans en l'occurrence, et dans ma tête je me suis dit il faudrait pouvoir raconter cette histoire-là. Mais je n'étais pas écrivain, évidemment, j'avais comme beaucoup de gens des espèces d'aspirations à écrire des choses comme ça, mais je dis il faudrait pouvoir raconter cette histoire. Et
il se trouve que j'arrive à l'université, je rencontre une jeune fille qui était absolument charmante, je fais des projections mentales incroyables, et l'espace, ça c'est l'idée de l'imaginaire, et on sort de cours, j'avais 17 ans, et on sort de cours, elle me dit, il y a mon copain qui m'attend à l'entrée, donc c'est une immense déception de ma part, mais je fais mauvaise fortune bon cœur, et je vais avec elle voir son copain, enfin en tout cas, et là je m'aperçois que son petit copain c'était le batteur du groupe Aurelia Kreit. Donc moi je le connaissais lui, il me connaissait pas parce que je suis jamais allé voir les artistes parce que j'ai cette distance là et on discute, voilà, et du coup j'apprends et je leur dis tiens c'est intéressant cette histoire, vous avez trouvé des manuscrits, vous écrivez à partir de manuscrits, et là lui il est batteur, il me regarde, il me fait mais c'est bidon ce qu'on a raconté, voilà, et il y a eu une espèce de frustration, et à partir de 17 ans j'avais toujours cette idée d'un roman, vous savez les romanciers on a toujours un voire deux romans d'avance, en l'occurrence il y a les romans qu'on n'écrira jamais, même si on a envie de les écrire, et on a toujours quelque chose comme ça. Et là, moi, je me suis dit, il faut écrire. Et donc, au bout de mon 3e roman, alors après, je compte pas des romans et demi, parce que des fois, j'ai des nouvelles qui font la taille de mon premier roman, par exemple. Après, c'est dans la construction. Et je me suis dit, après, j'étais un peu dans une espèce de vague comme ça, en disant, j'étais un peu porté par ce qui m'arrivait, des choses bien, et je me suis dit, là, je vais attaquer. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, j'ai attaqué le travail sur Aurelia, et vraiment, j'avais vraiment l'impression que j'allais complètement renverser des montagnes et que personne ne pouvait m'arrêter. Et en fait, j'ai été arrêté très, très vite. Arrêté par le sujet. Quand on a cette idée-là, il faut placer et déplacer les personnages et l'action dans une époque. Alors moi, ça m'intéressait de travailler dans une période que je ne connaissais pas, mais très vite, on arrive à quelque chose d'assez superficiel dans la connaissance. Et pour avoir l'information, et puis alors à chaque fois, il y a des espèces de contraintes qui se rajoutent. C'est-à-dire qu'il faut travailler dans le domaine de la sidérurgie, il faut savoir comment financer dans la sidérurgie, et à chaque fois, la somme de travail était absolument monumentale. Je devais au départ travailler avec une historienne qui m'avait proposé ses services. Ça m'aurait beaucoup aidé, et pour des raisons X ou Y, ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'était une amie très chère, et comme elle n'a pas pu m'aider, mais au lieu de me le dire simplement, elle s'est inquiétée de ma réaction, et puis finalement, elle s'est un peu éloignée, comme ça, enfin, elle s'est même beaucoup éloignée, parce que je ne la voyais plus du tout, et quand elle a appris que j'avais fini Aurelia Kreit et que j'allais le présenter, elle m'a appelé très vite, elle est venue de Lyon à Sète, je ne l'avais pas vue depuis 6 ans, elle est venue de Lyon à Sète, elle me dit il faut vraiment que je sois là avant que tu le sortes comme ça, et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que quand elle a lu le roman, elle l'a lu très très vite, elle m'a envoyé une longue analyse critique, et si elle avait voulu être dure, elle l'aurait été, et elle m'a dit, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, parce que c'est une historienne qui parle, elle m'a dit j'envie la culture que tu as acquise pour travailler sur ce roman-là. C'était un sacré compliment pour moi. Mais quand je vous parle d'un roman comme celui-ci, je suis toujours, ça fait maintenant quelques mois que je le présente, il faut quand même vous dire que je suis toujours hébété de voir ce roman-là, parce que j'ai failli arrêter au moins une dizaine de fois. Il y a quelque chose qui me disait qu'il ne fallait pas arrêter, parce que les choix, j'espère que je me fais comprendre, là, les choix que j'ai faits pour aller dans l'écriture, ça veut dire que si j'abandonne, ça remonte finalement la dizaine d'années que j'ai vécu en disant que j'aurais pu faire autre chose et que j'ai fait une erreur en allant là-dedans. Donc, j'avais pas d'autre issue que de terminer. Donc, ça a été vu et revu. Il y a des fois des bonnes fées qui doivent se pencher sur votre berceau. Ça m'est arrivé. Il y a un auteur dont je parle tout le temps qui s'appelle Christian Chavassieux et qui est un auteur absolument extraordinaire. Et quand vous êtes un club de lecture, Bernard peut vous en parler. Il y a un roman qui est sorti en 2014 qui s'appelle L'affaire des vivants, et moi je peux vous dire que je n'ai pas lu un roman aussi extraordinaire de ces 10 ou 15 dernières années. C'est un auteur fabuleux. Il faudra que tu en parles alors, Bernard. C'est un auteur, voilà, Chavassieux. Et alors, c'est assez rare chez les écrivains de se faire de la promo, mais il se trouve qu'à la fois c'est mon ami, cela étant, si c'était mon ami et s'il écrivait des mauvais bouquins, j'en parlerais pas. Et dans la genèse, il y a ce coup de main un peu final, c'est parce qu'il est un peu plus âgé que moi, il a un peu plus d'expérience, et il a accepté de lire l'avant-dernière mouture d'Aurelia et me dire, et toi je lui dis écoute, sois dur, c'est quelqu'un de très gentil, mais je lui dis sois dur au moment où tu dois être dur, ne prends pas de précautions oratoires, et c'est ce qu'il a fait, ce qui m'a permis de définir le dernier, vraiment la toute dernière mouture du manuscrit que j'ai pu envoyer à l'éditeur. Après il y avait les corrections d'usage.
Et le roman est sorti en septembre 2018 et 2019. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, alors moi j'ai un blog, vous pouvez lire le roman d'Aurélia, j'en ai écrit 15 articles dessus. Pour la petite histoire, le 28 septembre 2019, eh bien, à l'occasion, pas seulement, mais de la sortie du roman, le groupe Aurélia Kreit s'est reformé à Lyon et a fait 30 ans après, et vous avez la particularité musicale de ce groupe-là, c'est qu'il y avait une violoniste dedans, dans un groupe de rock. Et reprendre le violon sur les 6 derniers mois comme ça pour travailler, et ça veut dire qu'il y a une espèce de jonction qui pour moi était d'une émotion incroyable. C'est-à-dire que j'ai revu Aurélia Kreit sur scène. Voilà, il y a une chanson phare qui s'appelle Le cœur en croix. C'est très drôle parce que je termine, je ne vais pas raconter la fin, mais je mets le cœur en croix parmi les dernières phrases. Ça n'a aucun sens. Les gens, ils doivent se dire quelle trouvaille stylistique. Mais je le mets là-dedans parce qu'il fallait que je le mette comme ça. Voilà, c'est un clin d'œil. Et alors, quand le groupe de votre jeunesse vous dédie la chanson 30 ans après, là, il y a des moments où on se dit, pour moi, c'est bon, je peux mourir, comme dirait l'autre, le plus tard possible. Mais en tout cas, c'était possible. Voilà. Donc, je suis bavard, par contre, je ne sais pas si... Tu veux qu'on ouvre la bouteille ? Non, j'aurais besoin d'eau, par contre, mais si vous voulez bien, pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous présenter les grands thèmes d'Aurélia. Alors, en fait, c'est l'histoire de deux familles. C'est l'histoire de deux familles qui vivent en Ukraine. Alors l'Ukraine en 1904, ça n'existe pas, ça s'appelle la Petite Russie. Donc l'Ukraine, c'est une culture, c'est une identité, c'est une histoire, c'est une littérature, mais c'est complètement dominé par la Grande Russie et c'est surtout interdit d'expression. C'est-à-dire qu'un peintre, il y a un exemple qui est important, c'est à cette époque-là, on n'a pas le droit de peindre. Soit on va chez le voisin russe pour devenir peindre, soit quand on est ukrainien, on n'a pas le droit de peindre. Sur des dimensions qui sont très claires, on va reconnaître un Ukrainien sur dimension, comment on appelle ça, de la morpho, je perds mes mots là, mais... Il y a des études qui sont par la forme du visage, c'est morphologique sur la forme du visage comme ça, et puis surtout pour des petits trucs. C'est-à-dire que j'avais noté un petit point, par exemple, c'est les grands Russiens, comme on les appelle, ils portent le katzap, qui est une espèce de barbe fournie comme ça, donc on a énormément, alors que l'Ukrainien, il porte le kokol, qui est d'abord l'Ukrainien, on le désigne toujours avec un nez droit et puis une absence de katzap. Il a juste une espèce de mèche comme ça qui passe. Vous avez ça sur des Cosaques, on a des images comme ça, où il a une espèce de mèche qui part et qui sur le sommet du crâne et qui passe derrière l'oreille, qui est assez longue. Donc ça, c'était représentation. On a des espèces ça, c'est Élisée Reclus qui en fait dans sa géographie générale de 1876, qui en fait une espèce de description comme ça. Donc sur l'humanité, par exemple, l'Ukraine, c'est inféodé à la grande sœur, puis c'est brimé dans l'identité. Et surtout, l'action se passe au tout début du XXe siècle, en 1904, et on est dans un contexte extrêmement violent, donc de pauvreté, et un contexte extrêmement violent, comme j'allais dire, comme avant et comme après, envers les Juifs. C'est-à-dire que ces deux familles-là qui sont juives, ils ont forcément entendu parler de tous les pogroms qui ont eu lieu. Alors les pogroms les plus importants, c'est à Kishinev en 1903. Il y a le pogrom de Gomel, et ça démarre toujours à partir d'anecdotes du style un comice agricole, et on va reprocher, c'est une scène que je décris ici, on va reprocher aux propriétaires juifs d'avoir acheté le plus de bétail, et d'un coup, sur une étincelle, on les efface. C'est-à-dire que c'est absolument violent. Et la dimension politique, c'est que le tsar Nicolas II, lui, il laisse faire. Il a des propos qui sont des propos historiques en disant il autorise à battre les juifs. Alors c'est un euphémisme pour dire il faut. Et puis il y a des paroles extrêmement dures. C'est-à-dire il y a toujours cette idée, et notamment chez les Ukrainiens, qu'il y a une espèce d'inversion. C'est-à-dire que les anciens serfs ukrainiens, je ne vais pas être trop technique là-dedans, mais les anciens serfs ukrainiens, ils reviennent travailler dans des entreprises qui sont devenues florissantes parce qu'elles ont été rachetées par les Juifs. Donc, indépendamment de l'image systématiquement du bouc émissaire, il y a l'impression d'une
injustice sociale. Et là, le terreau, c'est effarant quand on écrit là-dessus, parce que le terreau est le même à l'heure actuelle. Le terreau de l'antisémitisme, c'est exactement ça. Donc cette espèce de... Donc je travaille là-dessus. Et dans cette usine, une usine dans la Syrie, qui fabrique les rails de chemin de fer, ça... Encore, c'est pareil, il faut aller fouiller un peu là-dedans et on s'aperçoit qu'à l'époque, l'investissement, l'argent dans l'économie pour faire tourner ces usines, il y a eu un système d'actionnariat et principalement, ce sont des banques européennes qui financent. Elles sont françaises, elles sont anglaises, elles sont belges, donc c'est ça. Et il y a deux familles, et ces deux familles, il y a un dénommé Nikolai qui lui est ukrainien mais a vécu à Paris. Il a épousé une fille d'ambassadeur, et cet ambassadeur, c'est lui qui est un ambassadeur de Belgique à Paris, et c'est lui qui le renvoie dans son pays, gentiment, pour lui dire « tu vas aller là-bas parce que tu vas t'occuper de l'usine de temps ». C'est à Yekaterinoslav, qui s'appelle désormais Dniepopetrovsk. Vous connaissez, c'est au bord du Dniepr. Et donc il le renvoie là-bas, et lui, quand il va là-bas, il est donc ingénieur. Il doit s'occuper de l'usine et c'est quelqu'un d'extrêmement optimiste. C'est-à-dire qu'il est heureux de revenir, même si les conditions sont un peu dures. Il revient avec sa femme Varvara, qui, elle, n'est pas enchantée à l'idée de quitter Paris pour aller en Ukraine là-bas, mais qui le suit. Et eux, ils ont un enfant qui s'appelle Vladislav. Et la famille, et comment s'appelle donc Nikolai, lui, dans l'usine, il repère un ouvrier qui s'appelle Anton. Et il repère cet ouvrier parce que cet ouvrier d'abord est efficace et en plus est curieux et que sur une donnée tout à fait hasardeuse mais qui est liée aussi au fait qu'il y a une culture francophone importante en Russie et en Petite-Russie, arrive à lui réciter un peu phonétiquement par méthode comme ça, quelques vers de Victor Hugo. Et notamment, ça permet de placer quelques vers d'un poème dont je me lasse jamais, qui est À Villequier, donc le très grand poème de Victor Hugo, qui est consacré à la mort de Léopoldine, avec un vers. Moi, je tuerais la terre entière pour avoir écrit ça. C'est quand il dit « Puisque ces choses sont, c'est qu'il faut qu'elles soient ». Et il termine en disant « J'en conviens, j'en conviens ». Et ça, c'est important pour moi parce que c'est un peu la philosophie du roman. Et donc, Vladislav se rend... En tout cas, repère Nikolai, repère Anton et le fait monter, il devient contremaître. Là, on tient un truc romanesque qui est important pour moi, puisque moi je suis, et à chaque fois que j'ai des gens devant moi, ça me fait plaisir parce que je suis un grand nizanien, c'est-à-dire que je suis un admirateur de Paul Nizan, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et le premier roman de Paul Nizan, indépendamment de Aden Arabi, mais le premier roman de Paul Nizan, il s'appelle Antoine Boyer, et Antoine Boyer, ça raconte la vie de son père, et notamment le fait que son père soit devenu contremaître, soit passé du stade ouvrier à contremaître à la SNCF, dans le chemin de fer à Nantes, et qu'en fait, il en a... dégager une forme de neurasthénie parce qu'il avait l'impression de trahir sa classe sociale. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Je parlerai tout à l'heure de la dimension complètement philosophique au sens premier de mes romans. Moi, j'ai deux formations toujours un peu ambivalente. J'ai une formation de lettres et une formation de philosophe. J'ai enseigné souvent la philosophie et je trouve définitivement, même si ça paraît prétentieux, alors qu'en fait c'est au sens littéral que mes romans sont philosophiques. C'est-à-dire que c'est de la métaphysique, on s'intéresse à ce qu'il y a à l'intérieur des personnages. Donc ils sont là. Je vais y arriver. Nikolai qui lui voit l'humanité dans ce qu'elle peut avoir de plus belle, un peu innocent quand même. Et il y a Anton qui lui, il a beau être optimiste, il se rend compte quand même que les choses changent. Dans l'usine, il y a des remarques, il y a des affichages sauvages, il y a des inscriptions qui sont marquées sur les casiers. Et là, le roman commence par un sabotage. C'est-à-dire qu'il y a une machine, il y a un four comme ça, l'entrée d'un four qui est sabotée. Et là, ils ne peuvent plus passer à côté. C'est-à-dire que c'est le moment de partir parce que tout autour, ça se rapproche. Et il faut convaincre, maintenant, Nikolai que la famille, que la nature humaine est pas bonne et qu'il va falloir tous partir. Et ils doivent partir, donc les deux familles. Et ils sont 3 d'un côté, ils sont 4 de l'autre. Et du côté de la famille d'Anton, il a donc sa femme qui s'appelle Olga. Et il a surtout
une petite fille qui a 4 ans qui s'appelle Aurelia Kreitz. C'est-à-dire que le roman, le personnage principal de ce roman-là, eh bien, quand elle quitte l'Ukraine, elle a 4 ans simplement. C'est une enfant. Et c'est une enfant un peu à part à qui sa mère prête une espèce de destin, comme ça. Alors on fait peut-être tous un peu ça pour nos enfants, mais elle traite une espèce de destin qui serait d'être la figure, l'icône un peu de ce qu'est l'ukrainité dans sa façon à la fois d'être les particularismes identitaires, le fait de s'opposer systématiquement à la Russie. Voilà, il y a cette idée-là. Et surtout, la mère qui est un fort caractère, la mère d'Aurelia, qui s'appelle Olga, eh bien, elle est à mi-chemin. Alors, ils sont juifs, mais pas forcément pratiquants. Ils pratiquent à minima, ils ne sont pas enfermés là-dedans. Mais il y a l'idée de la représentation et puis le fait que la judéité se transmette par la mère. Et puis, il y a surtout cette idée de faire d'Aurelia ce personnage, en tout cas de permettre à Aurelia de vivre sa vie qu'elle ne vivrait pas si jamais ils étaient attrapés, parce qu'on sait le sort qu'on réserve à la fois aux enfants. Donc, ils quittent. Et toute la première partie, c'est un roman qui est construit en 3 parties. Alors 3 parties, ça me fait toujours marrer parce que c'est n'importe qui a fait des études et construit un premier truc en 3 parties avec un plan. Alors moi, c'est pas compliqué, c'est comme Astérix encore. Généralement, je fais un plan, je le perds. Et de toute manière, c'est les personnages qui décident. Donc c'est un truc. Je peux même vous dire, je fais un aparté. J'ai écrit, et ça m'amuse beaucoup dans mon parcours, j'ai écrit un Don Juan revenu des enfers en alexandrin. D'accord, 5 actes, 5500 vers ou quelque chose comme ça. J'ai mis 15 jours à l'écrire. C'est pas par dire alors 15 jours à l'écrire et 6 ans à le corriger. Mais j'étais totalement porté par les personnages. Et là, ce qui était génial, c'est que même à la fin, même quand on est dans le dénouement, la scène finale, je me dis il faut bien qu'il y en ait un qui meure, histoire que. Et ben je savais toujours pas qui allait mourir. Toujours pas. Et devant mon ordinateur, rien n'était décidé. Et là, il y a des personnages dans Aurelia, par exemple, qui ont comme n'importe quel romancier, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui prennent corps, et il y en a qui deviennent beaucoup plus importants qu'ils devaient l'être au départ. Donc je suis dans cette séparation en 3 parties. La première partie, ça veut dire qu'on suit leur départ, leur fuite. Alors il y a toute une stratégie, c'est extrêmement pensé, parce que les 2 hommes quittent Dniepopetrovsk pour aller à Kiev. L'intention, c'était d'aller négocier des bourses pour l'usine, pour justement améliorer, pour changer un four, pour améliorer la condition des ouvriers. Et Nikolai, qui est prévenu de ce qui va arriver, mais Nikolai, il y va, il ne peut pas se détacher de cette ambition de dire on va aller jusqu'au bout. Il est en train, il défend le truc. Finalement, il obtient les bourses. Mais Nikolai et Anton sont dans les trains. Alors, il y a un truc très important dans les huis clos dans la première partie, que ce soit les trains, les calèches, enfin tout. Il y a tout un système, les hippomobiles. Il y a tout un système que j'ai dû travailler sur les modes de transport. Et c'est la notion du temps d'avance. Un des thèmes principaux de ce roman, c'est la notion du temps d'avance. C'est-à-dire qu'ils sont dans un train avec deux responsables de l'usine dont on sait que leur intention, c'est de les éliminer le plus rapidement possible, plus une crapule, un homme de main, d'accord, qui lui est censé faire le sale boulot. Sauf que les 2 autres savent qu'on veut faire ça. Donc, ils ont cette idée, ils montent, et là, moi, ça m'a absolument fasciné. J'étais moi-même assez angoissé par ces scènes-là, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est en face de quelqu'un dans un train, dans un compartiment, quand on sait qu'ils veulent nous tuer? En plus, il y a une espèce de discussion politique qui se mêle là-dessus, toujours un peu provocatrice. Évidemment, la crapule, elle fait partie elle a vécu dans le même village et la même enfance que Anton, donc elle l'interpelle assez souvent, sauf qu'elle est passée par le printemps noir notamment, donc elle est passée par Moscou, elle est passée par des groupes d'idéologie qui sont assez importants sur la notion d'un révolutionnaire. Là, il y a une scène au début où ils se comprennent pas, où ils s'opposent. C'est une scène qu'on a tous lu on a tous lu dans Les Justes de Camus. C'est un truc qui m'a marqué entre Stéphane le révolutionnaire revenu du bagne et Yannick le révolutionnaire romantique. Vous vous rappelez ça? C'est
Yannick, il a l'honneur de jeter la bombe sur la calèche de l'archiduc ou je sais pas quoi, et il le fait pas parce qu'il y a des enfants, donc il refuse de le faire, sauf que Stéphane, au retour, lui dit, t'as épargné la vie de 2 enfants, t'en as condamné des dizaines de milliers. Donc là, moi, je reprends ces trucs-là, il y a une opposition qui est forte, et voilà. Et pendant ce qu'ils partent, donc ils partent de Dniepopetrovsk, pendant qu'ils vont à Kiev, et ben les femmes partent dans le plus grand secret avec les enfants, et par étapes, et ils sont censés après faire une jonction pour arriver dans la plus grande ville juive d'Europe à cette époque-là, qui est Odessa. D'accord ? Je dis bien à cette époque-là parce que maintenant, je crois que c'est moins de 6% de la population. Oui, ils sont tous partis. Petite information, j'ai bénéficié d'une bourse d'aide à l'écriture pour ce roman-là, que j'ai vite épuisé parce que le roman il est sorti bien après, mais je suis parti en Ukraine, pas aussi longuement mais je suis parti en Ukraine, et il y a 2 lieux qui sont absolument magnifiques, et très opposés. C'est-à-dire que je suis allé visiter le musée du monde juif à Dniepopetrovsk maintenant, qui est un bâtiment. Alors Dniepopetrovsk, c'est en ruine, c'est complètement perdu, c'est pauvre. Et le musée du monde juif à Odessa est un palais, mais un palais comme jamais j'en ai vu. C'est-à-dire que tout est en marbre, tout est, j'allais dire en or massif, sans doute pas, mais c'est très impressionnant. C'est high-tech, ça accueille toutes les grandes entreprises, vraiment. Et puis tout autour, il y a rien. Voilà. Et c'est ça, et il y a une espèce de revanche un peu, parce que quand on continue l'histoire des Ukrainiens et des Juifs, on sait que pour la Seconde Guerre mondiale, par exemple, dans les Einsatzgruppen, c'est ça, ouais, le principal, voilà, Shoah par balle, c'était les Ukrainiens qui partaient là-dedans, hein. Et c'était et à contrario, il y a un truc fabuleux qui m'est arrivé à moi, c'est que je suis à Odessa, ville extrêmement riche désormais. Je me dis, j'avais prévu d'aller au musée de l'histoire juive d'Odessa. J'ai une adresse, alors ça m'amuse parce que j'y suis allé en hiver histoire de rendre le truc un peu. Alors c'est bien parce que moi au moins, au bout de 3 jours en Ukraine, avec un grand manteau, ma barbe de 3 jours et puis mon bonnet, il y a plein de gens qui me demandaient leur chemin, par exemple. Donc je sais que j'ai rien d'un Norvégien ou d'un truc comme ça, mais j'ai une bonne tête de Russe visiblement. C'est comme ça. J'en ai joué beaucoup avant d'être ici, avant d'être au musée de la mer, au lycée de la mer. Je me rappelle avoir vécu une scène. Je suis allé au bout du port d'Odessa pour aller dans un bar. Je savais dire bonjour, un verre de vin blanc, c'est tout ce que je savais dire. Et j'adorais l'idée de rentrer dans un bar le soir comme ça, avec des marins qui étaient tout autour. Je suis rentré, j'ai dit Dobry den, je ne sais plus comment. Et j'avais l'impression que je faisais partie d'un truc comme ça. Bref. Raconter, parce que ça c'est un truc qui est très très touchant. J'aurais aimé d'ailleurs moi, mais c'est compliqué d'un point de vue technique, en tout cas ça rajoute des frais, rajouter cette photo là, parce que j'arrive devant l'adresse du musée des Juifs, de l'histoire des Juifs d'Odessa, j'arrive, je vois rien, je comprends pas, et puis la porte s'ouvre, il y a une dame, elle me voit comme ça, elle me fait un signe, elle me dit c'est à l'intérieur, je rentre à l'intérieur, une cour intérieure, et il y a strictement rien. Je me dis mais c'est vraiment tout au bout de la cour intérieure, comme une loge de concierge. Où il y a un petit truc, ça paye absolument pas de mine. Et j'arrive, évidemment, c'était fermé. Mais j'étais devant la porte et je vois à l'intérieur quelqu'un qui passe. Donc j'ai quand même frappé, il m'a ouvert. C'était la première fois que je pouvais parler anglais à quelqu'un là-bas, parce que c'est assez complexe. Et donc on a discuté, c'était un vieux monsieur. Et je lui ai raconté ce que j'étais en train de préparer. Il m'a dit, bien sûr, vous rentrez. Il m'a fait la visite du musée personnel. Et moi, j'étais extrêmement ému parce que j'avais l'impression, quand je voyais des photos, j'avais l'impression de repérer mes personnages, en fait, qui n'existaient pas. Mais donc, il y a ces 2 familles. Alors, ces 2 familles, elles quittent l'Ukraine. Elles font... Alors, il se passe plein de choses. Hein. Je peux pas raconter l'histoire. Évidemment, j'ai développé une thématique qui m'intéresse sur le destin, avec l'idée que, par exemple, assez souvent, ils ont de la chance dans leur malheur. C'est-à-dire que, voilà, ils doivent être contrôlés. Ça passe. Même quand Igor, Vladislav, pardon. Quand c'est Vladislav qui va dans la provocation, mais si vous prenez les contes d'Odessa d'Isaac Babel, il y a un conte qui est absolument atroce, qui explique comment est-ce qu'à l'époque, un contrôleur dans un train, d'accord, va abattre d'une balle dans la tête, comme ça, sans aucune raison, un juif parce qu'il est juif. Donc quand le gamin il dit au contrôleur, mais vous contrôlez que les juifs dans ce wagon, il peut à la seconde se faire exécuter. Il se fait tabasser. Il se fait bien tabasser. Oui, il est quand même. Voilà. Mais ça c'est important parce que c'est un personnage, ça va le créer.
Et, Totalement. voilà. Et l'idée, en fait, ce qui m'intéressait, moi, c'est de montrer que des personnes peuvent avoir de la chance, successivement, comme ça, mais que, et ça c'est la réflexion philosophique, finalement, la chance, au bout d'un moment, ça se paye. Ah oui, il y a Voilà. le revers. Donc il y a l'avers et le revers de la médaille, donc c'est cette dimension-là. Donc ça se termine, la première partie se termine à Odessa, ils y arrivent, tant bien que mal. Évidemment, cette espèce d'attelage comme ça, eh bien, il va y avoir de la perte, parce qu'on ne peut pas avoir... et des pertes qui sont lourdes, difficiles, avec des scènes qui sont... moi, je préviens ceux qui ne l'ont pas lu, ça doit pas vous empêcher de le lire, mais il y a certaines scènes qui sont totalement insoutenables, parce que j'ai travaillé, moi, suffisamment sur la période pour avoir vu, par exemple... Alors celle-ci, je ne la conseillerais pas, mais j'ai fait travailler des étudiants en philosophie et en histoire sur la Shoah. Alors bon, j'ai déplacé, c'était à Riga, il y a un film qui se passe à Riga en 1941, et c'est un très vieux film sans son. On voit simplement quelqu'un se faire lyncher. Et ça met beaucoup de temps pour mourir quelqu'un. Et moi, j'avais vu cette scène-là qui m'a absolument traumatisé. Et je me suis dit, j'avais pensé à ça en me disant, est-ce qu'un auteur... comment est-ce qu'un écrivain peut restituer une scène comme celle-ci, sans effet, sans facilité, sans rien. Et c'est la première scène, par exemple, que j'ai écrite. Et le roman s'est construit à partir de ça. Alors, je ne vous dirai pas qui est concerné, mais une fois que j'ai prendre la distance. Voilà. Oui. Une fois que j'ai passé ça, voilà, c'est ça. Et ensuite, ils prennent le bateau et ils arrivent en Turquie, ils arrivent à Constantinople. Voilà. Alors la Turquie, elle est traitée in absentia, parce que je ne pouvais pas, on me l'a reproché. Alors qui m'a reproché d'avoir traité la Turquie in absentia? Une grande amatrice de la Turquie, par définition. Mais c'est traité un peu in absentia, on revient là-dessus, mais... C'est un espèce de flashback. Voilà, c'est ça. En deuxième partie, mais pourquoi il fait ça? Il joue avec le temps. Hein. C'est parce que sinon, si on est trop linéaire pour raconter, voilà, il faut qu'il y ait cette... Alors, j'ai complètement... on ne dit pas un flashback. Un flashback, c'est au cinéma. Comment littéraire, c'est comment? Alors, c'est une analepse, voilà, c'est ça. J'ai été le regarder dans le dictionnaire. Ah, joli. Parce que moi, en tant que cinéphile, le flashback, je connais. Voilà. Analepse, je ne connaissais pas. Donc, j'ai été voir. Et alors, donc c'est comme ça qu'on va voir ce qui s'est passé en Turquie. Ce qui est intéressant en Turquie, enfin moi, ce qui m'a amusé en Turquie, c'est que le fameux Anton, qui était contremaître, eh bien, il faut bien qu'il gagne sa vie et il bosse dans un restaurant. Voilà. Et ça, c'est toute cette existence-là. En plus, on s'amuse toujours en tant qu'auteur, surtout à ce moment-là. Comment dire, en Turquie, je savais qu'il allait rien se passer de trop grave, donc il fallait s'amuser et je voulais raconter mon expérience d'être à la plonge dans un restaurant, parce que ça c'est formateur. Je l'ai fait assez souvent, et voilà, et c'était cette idée-là. Et ensuite ils partent parce que il y a la femme de Anton, non, la femme de Nikolai, pardon, elle a une sœur jumelle. Là, c'est le coup magique du scénariste américain. Elle a une sœur jumelle qu'elle a laissée à Paris et qui vit désormais à Vienne et qui est mariée avec un ambassadeur qui est une espèce d'homme d'affaires crapuleux. Wow, il est vraiment horrible. Crapuleux, cet Ospar Gruber, comme ça, qui est obligé de balancer des gens pour faire fructifier ses affaires, qui a des dossiers sur tout le monde. Mais l'idée, c'est que pour Varvara, qu'elle puisse retrouver sa sœur Pavline. D'accord ? Et là, il se retrouve à Vienne, et c'est là où l'enchaînement narratif est un peu particulier, parce que quand ils arrivent à Vienne, on est en 1910. D'accord ? Ils doivent gérer un problème, et là, c'est toute la deuxième partie, ils doivent enfin reconnaître et gérer un problème avec leur petite Aurélia, qui n'a rien dit pendant le voyage, pendant toutes ces années, mais qui en fait, on se rend compte qu'elle ne parle pas. Dans une espèce de mutisme sélectif, comme ça, une espèce d'aphasie. Et ils doivent gérer ça, ce qui permet au romancier de situer, elle va voir un médecin, qui est le docteur Voigt. Et voilà. C'est les bases, en fait, Voigt, c'est pas Freud, c'est Breuer, c'est son associé quand même. Et voilà, c'est cette idée de traverser. Donc ils sont à Vienne. Et évidemment, très vite, il y a cette idée que... alors, on leur fait un cadeau. Oscar leur fait un cadeau parce que c'est la famille de sa femme. Il leur fait un cadeau, c'est-à-dire qu'ils sont naturalisés. Ils sont naturalisés autrichiens.
Donc ils sont plus clandestins, ils sont plus apatrides, ils sont autrichiens. Et là-dessus, comment dire, on est en 1910, ça se passe en 10 à 2, et après, eh bien, il faut, pour des raisons XY, ils doivent encore partir. Cela étant, quand on a été déraciné, on peut partir assez rapidement. Il y a toujours, ça se joue toujours sur les scènes qui se ressemblent un peu là-dedans, volontairement. C'est-à-dire qu'ils se regroupent autour d'une table, il y a une décision collective qui se fait en disant maintenant, on ne peut plus tenir, on s'en va. C'est toujours sur des marques d'antisémitisme qui reviennent au grand galop. Et il y a cette idée toujours que moi, je trouve assez triste dans le roman. Il y a cette idée, cette aspiration, cet Eldorado de dire on va aller en France parce que la France, c'est le pays de liberté, des droits de l'homme et on ne va pas tomber là-dessus. Et en plus, comment dire... Alors ils arrivent à Paris. Anton est embauché après plein. Alors après les enfants travaillent comme ça. Anton est embauché dans dans un groupe comme ça qui lui permet de connaître tout le domaine et on l'envoie par la suite à Lyon pour fonder les cités du textile, les cités Taz, qui n'existeront qu'après la guerre. Mais l'idée, alors ça c'est génial quand on est romancier parce que on peut faire ça. On se dit tiens, on les met en 1912, mais sans anachronisme, en disant si la guerre n'avait pas éclaté, il y aurait sans doute eu les. Et puis il ne fait que les préparer. Il n'invente pas ça. Donc ils vont à Paris. Là-dessus, il y a un des enfants qui reste là-bas, qui obtient très rapidement lui la nationalité française, d'accord. Igor, voilà, c'est ça. Et eux, eh bien après, ils partent à Lyon. Ce qui permet pour un Croix-Roussien comme moi de les foutre à la Croix-Rousse directement. Vous connaissez tous, j'imagine, René Belletto, cet extraordinaire romancier. Il y a une phrase dans un livre de René Belletto qui s'appelle Régis Mille, l'éventreur. Il y a une phrase dans un livre de Belletto où il parle de la vieille Madame Cachard au-dessus. Et là, moi, je me suis régalé, j'ai pris la phrase, c'est-à-dire que si Belletto avec POL veulent me faire un procès, ça fera parler de mon bouquin. J'ai pris la phrase exacte, je l'ai collée à un moment donné dans mon bouquin en mettant la vieille Madame Belletto. C'est un retour à l'envoyeur comme ça. C'est exactement une phrase de Belletto. Et simplement... Avant que je ne vais pas trop vous embêter, mais il y a un point qui est important, c'est qu'évidemment, ils arrivent, ça c'est la fin de l'histoire, la troisième partie, ils sont en France, Paris, Lyon et ensuite Saint-Étienne, parce que j'ai expliqué en quoi ils vont à Saint-Étienne, et ils arrivent en France et le roman se termine quand la Première Guerre éclate. Et si vous réfléchissez, si vous faites le lien logique, ils sont à Lyon et ils sont citoyens autrichiens. C'est chaud. Donc partout où ils sont passés, ils sont devenus d'une certaine façon indésirables. Alors Aurélia, elle a 14 ans quand elle est en France, et Aurélia, eh bien, elle est petit à petit, tranquillement, à son échelle, devenue finalement cette espèce de fille, jeune femme à 14 ans à l'époque, très particulière, complètement éduquée par son père à analyser. Elle joue jamais Aurélia, elle analyse des plans de machines, choses comme ça, et il y a une scène où ils arrivent avec son père est embauché à la manufacture des armes de Saint-Étienne et que tous les ingénieurs français sont en train de bloquer sur le mécanisme l'arrêt de telle mitraillette, Chis, je crois. Et là, ils sont tous là. Anton commence à regarder. Ils espèrent que le russe, comme il l'appelle, il va pouvoir trouver une solution. Et puis c'est sa petite de 14 ans qui dit il faudrait faire ça, ça et ça. Et ça fonctionne. D'accord ? Et dans le même temps, ce que fait Aurélia quand elle est à Saint-Étienne, elle rencontre des femmes qui sont plus âgées qu'elle, forcément, mais qui commencent à poser les bases d'un discours égalitariste, d'un discours féministe, voilà, puisque les hommes sont envoyés au front, et il y a toute cette histoire-là. Voilà. Et il n'y a que les femmes qui bossent, et donc il y a c'est une espèce de grande fresque comme ça. Qu'est-ce qui arrive à la fin ? Alors je ne vais pas vous le dire, simplement dire une chose, c'est que moi je déteste en tant que lecteur les romans qui se terminent. Oui. Non, ça ne se termine pas, justement. Donc ça ne se termine pas. Évidemment, je me fais tomber dessus par des gens systématiquement en disant « nous, on veut la suite, le deuxième volume, etc. etc. » Quand on voit ce que ça demandait comme sacrifice, cela étant, je vous réserve la primauté d'une information, sous toute réserve, c'est que je me suis fait rattraper par mes personnages. Voilà. Et bing, et ça part.
ça part. Donc, alors, la première partie, comment dire, alors je vais juste vous dire une anecdote, parce qu'on n'est pas rattrapé seulement par les personnages. C'est que moi, je suis toujours en train de regarder des articles de à droite, à gauche, sur tous les sujets, enfin, de la culture générale, quoi. Et je tombe sur un papier dans Aurelia Craig, dans celui-ci, si je le dis, il y a quand ils sont à Lyon, il se passe en 1914, il y a l'exposition internationale. Ah oui. Et donc ils vont tous, parce que ça n'avait pas scène, ils vont tous à l'exposition internationale. Et là, je n'en parle pas là-dedans, mais j'ai lu l'anecdote. C'est qu'il y avait évidemment un pavillon chinois en 1914, et les Chinois, ils ont amené à Lyon des 80 pouces-pouces. Voilà. Et les pouces-pouces sont passés, ils les ont aussi exposés sur la place Bellecour pour aller promener des badauds en 1914. C'était cette idée-là. Et quand Aurélia et ses copines, elles arrivent au front, comme infirmière, parce que ça c'est ce qui se passe à la fin, eh bien l'idée qui m'est venue tout de suite, c'est de dire, en voyant déjà cette espèce, parce qu'il n'y a rien n'est organisé quand la guerre éclate, il n'y a absolument rien en termes de santé, d'organisation, d'hôpitaux, de brancardage, et ce qui fait que l'État français avait réquisitionné les 80 pouces-pouces pour les envoyer au front. Et les trois qui les avaient vus comme ça, dont Aurélia, qu'est-ce qu'elle voit? Première chose qu'elle voit dans le tableau apocalyptique du front, un pouce-pouce pour aller chercher les corps. Donc c'est cette idée qui m'a fait peut-être déclencher quelque chose. Alors si ça va, vous tenez ou moi je suis intarissable là-dessus parce que il y a évidemment un point, juste un point, je vais pas tout dire tous les thèmes, mais il y a un point qui m'a beaucoup intéressé, en tout cas qui m'a beaucoup importé, c'est que il y a la réflexion, alors je n'aime pas du tout ce thème-là, mais la réflexion sur l'identité juive. Oui. Voilà. Et ça, c'est absolument essentiel. Et du coup, du fait de mes recherches, j'ai surtout dégagé quelque chose dont on m'a dit plusieurs fois, et notamment des journalistes, enfin bon, j'ai pas un gros retour presse parce que je suis pas connu, mais il y a des gens qui m'ont dit que c'était quelque chose qui n'avait encore jamais été fait. Et notamment l'organisation de résistance juive. D'accord ? Alors, dans le Bund, mais il y a cette idée, alors, notamment au moment des pogroms partout. Et c'est slave aussi. Voilà. Et l'âme slave. Comment dire, au moment des pogroms, par exemple, il y a une idée, les historiens, on a même l'opinion publique, il y a une espèce d'idée comme ça que les Juifs se sont laissés massacrer de façon assez passive. Alors qu'en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a des groupes, des comités de résistance, des petits, mais évidemment, ils sont écrasés par le nombre et par la force. Mais en tout cas, il y a des foyers de résistance comme ça. Et ensuite, il y a l'idée de la résistance politique, c'est-à-dire que tout au long du roman, on suit une espèce d'évolution. Alors Anton, quand il est en Autriche, il va s'inscrire dans des universités, il va assister à des colloques comme ça, où on va parler de politique, de résistance. Évidemment, il est à Vienne. Vienne, il y a une idée qui est importante et qui va contribuer à la perte de la population juive, c'est-à-dire il y a ceux qui prônent le départ. Alors pour la Palestine, pour l'Angola notamment, il y a des en Afrique, c'est de dire il faut partir et puis aller se mettre. Et puis il y a celle de la théorie de Pinker qui est sur l'auto mince, j'ai bouffé le nom. Oui, l'auto ça va me revenir. Mais en tout cas, il y a cette idée soit de se définir en tant que juif, en l'occurrence, et ça, c'est la grande question qui est à poser. Et puis sinon, il y a aussi une troisième façon, dont à Vienne, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, c'est-à-dire de s'assimiler, et notamment par le biais de la conversion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de juifs qui sont devenus catholiques en disant voilà, comme ça on sera libéré de notre problème, ce qui n'est pas vrai, parce que une fois que les problèmes les ont rattrapés, leur identité a été vite revenue. Maintenant, la question de la judéité, je la fais porter à Aurélia, parce que la mère d'Aurélia l'a éduquée comme ça, et je la fais porter alors qu'elle est très jeune, et tout ce qui s'ensuit, c'est pas elle qui doit porter ça, mais il y a cette question qu'elle porte. Et la question, alors ça, pour le coup, puisqu'on est à Philomère, c'est une question de philosophie stricte, c'est-à-dire qu'il y a une opposition entre Lévinas, par exemple, qui n'a jamais voulu, alors pour ceux, il y a ce livre fabuleux de Lévinas qui s'appelle L'être juif, et qui dit qu'on ne désigne pas, que en fait le juif est toujours désigné par l'autre,
c'est Oui, l'autre c'est qui fait le juif, ça c'est la phrase de Lévinas. Oui. Et puis l'opposition à la même époque, c'est avec Sartre et sa réflexion sur la question juive, en disant que être juif, c'est une identité. Donc là, il y a toujours une espèce... Et Sartre pose d'ailleurs, ce qui m'embête, parce que moi, je penche évidemment du côté de Lévinas, et plus j'avance, et plus je penche du côté de Lévinas, mais j'utilise toujours, et ça m'embête parce que c'est une espèce de facilité, l'expression qui est celle de Sartre, qui est la question juive. D'accord ? Pourquoi ? Parce que logiquement, on devrait parler du problème juif. Et si on dit le problème, c'est que si on dit le problème juif, on risque, surtout maintenant, ne le faites pas, parce que tout de suite l'accusation d'antisémitisme va tomber là-dessus. Or, c'est un problème juif, parce que si je définis le juif comme étant juif et que je le considère comme étant à la fois inférieur ou conspirant, etc., c'est donc moi qui commets cette espèce de crime-là. Donc je voulais mener ça. Évidemment, ils arrivent en France. Ça va être compliqué pour eux de gérer leur nationalité. Il y a beaucoup de choses qui se passent en termes d'action, parce que forcément, quand on arrive en contexte de guerre, il y a des profiteurs de guerre. Les cités du textile, elles ont du plomb dans l'aile, parce qu'elles ne se montreront pas à ce moment-là. Et voilà. Et donc l'action se termine à Saint-Étienne par le binôme Anton et sa fille Aurélia. Les autres sont un peu disséminés un peu partout, forcément. Donc on a fini cette espèce d'attelage, comme je parlais tout à l'heure, cette espèce d'unité. Oui, ça de commence groupe. par c'est bien Voilà. ça. Et ça se termine. Ouais. Et la question, c'est de savoir, et la question qui est posée, qui moi me semble une question métaphysique et assez mélancolique, un peu touchante, c'est il y en a deux qui se retrouvent ensemble. Alors forcément, les couples sont pas toujours les mêmes pour des raisons XY, même si c'est pas. Alors je sais que j'ai appris que quelqu'un a été choqué. Oui. Ah bon ? Par l'idée que, alors je peux pas dire, mais que les couples changent. Que les couples changent, mais les couples changent pas parce que pas de façon contemporaine, parce qu'on en a marre. C'est juste parce qu'ils étaient dans une forme d'autonomie. Voilà. Et surtout qu'ils veulent pas. Donc il y a cette idée-là. Bon, après on peut pas empêcher les gens d'avoir une lecture. Hein, ça c'est la question n'est pas là. Non. Mais il y a toute cette aventure qui épouse finalement tous les soubresauts du début du siècle. Alors, il y a tout un tas de thèmes dont je pourrais aussi vous parler, mais là, j'ai l'impression que j'en ai beaucoup dit. Oui, vous qui ne vouliez pas tout dire. Il n'a pas tout dit. Ouh là là. Il n'a pas tout dit, je crois. Et la photo ? Alors, la photo, alors ça, c'est la grande question. La photo, elle vient de la Genèse. Alors, je ne devrais même pas vous le dire, ça, en l'occurrence, parce que la photo, en fait, c'est... Salut. J'ai une réponse qui est toute faite. La photo, c'est Aurélia Creit. C'est elle. Alors, c'est Aurélia Creit, le roman porte son nom. Il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils me disent « mais finalement, ce n'est pas le personnage principal. » Oui, parce qu'elle est très effacée, en fait. Enfin, surtout au début. Après, elle commence... Du fait qu'elle est muette, elle ne parle pas. Même quand elle est... Et puis, elle est très petite. Elle est petite, mais elle a quelque chose de très mystérieux. Oui, donc, elle est mystérieuse. On dirait une Kafka femme. Un peu, ouais. Et alors, ça c'est vraiment la stricte anecdote parce que personne ne sait qui c'est. Alors... Oui, finalement, l'histoire, vous voyez, je me suis finalement vengé du batteur qui sortait avec la jolie fille qui était avec moi en cours, parce que c'est lui qui m'a donné... la photo ? Non, mais en fait, il m'a raconté l'histoire de la photo, et c'était la grand-mère d'un de leurs surveillants du lycée. Donc au moins le temps a passé, la photo elle est libre de droit, mais peu importe en fait. Et moi ce qui me plaît beaucoup, alors évidemment comme le Réalgarde c'est toujours un travail avec un artiste, là c'est complètement différent. Bon là c'est Franck Gervais sur les représentations de la girafe la fatigue, mais là c'est un coucher de soleil. Un coucher de soleil de Kouinji, qui est un peintre ukrainien qui lui aussi a vécu ces formes d'oppression de la Grande Russie, voilà, de toute cette idée. Je sais pas, je peux vous lire un extrait peut-être. Oui. Enfin, moi je sais pas. Entendre la musique de. Où est-ce que tu as si je mets pas mes lunettes. Moi j'avais choisi quelque chose, mais tu. Vas-y. Non, vas-y. Moi je voulais parler des femmes, mais bon. Voilà. Tu vas parler des femmes après. Non, je parlerai pas moi. Si. Non, c'est toi qui dois parler. Il faudrait que tu parles des femmes. Alors. Il y en a plein. La belle. Je vais vous parler d'Aurélia, puisque tout le monde me dit qu'on ne parle pas d'elle, alors je vais vous dire qui c'est Aurélia. La belle Aurélia, sa chevelure d'ébène, ses yeux un peu moins sûrs qu'à l'habitude, fixaient sa mère dans les derniers moments qu'elle partagerait, les temps ultimes de la transmission. Aurélia est là, a obtenu qu'on ne la protège pas comme on fait des jeunes enfants.
Pleinement dans la scène, elle n'en rate pas une miette. Dans son cerveau se forge l'idée que quand on quitte un endroit pour un autre, on y laisse des plumes et quelquefois la vie. C'est la leçon qu'elle va retenir, plus que celle qu'elle continuera de repasser dans la deuxième école d'un deuxième pays différent en moins de 2 ans. Le temps qu'Anton l'inscrive. Dans l'agitation, Aurélia était restée à la maison, comme son frère. Personne n'avait jugé bon de précipiter le retour aux affaires scolaires. Pour leur laisser un peu de temps, ou en laisser à Olga, qu'elle en profite, les voit jouer, lire, se disputer, venir lui dire bonne nuit, en inversant le cérémonial qu'ils avaient depuis toujours. Ils avaient tout organisé rue de Varennes, je vais passer ça, sans craindre que l'un se soit autorisé une balade dans Paris, si tentante qu'on en oublierait qu'il faut patienter encore, que les monuments seront là, toujours, quand l'un d'entre eux n'y sera plus. Ou bien était-ce elle, son corps, sa maladie, son cerveau, les trois réunis, qui avaient décidé que ce moment serait le bon, comme on décide d'une soirée qu'elle doit se terminer. Ça n'avait pas d'importance, il n'en manquait pas un, ce serait ici et maintenant, dans la douceur d'une nuit parisienne. Tout était question d'acceptation. S'autoriser à quitter ses proches, ne pas s'en faire le reproche. Accepter que la vie fut belle et sa mort réussie. Comprendre en regardant les ombres des arbres faire des arabesques que ceux qui les ont plantés savaient qu'ils ne leur survivraient pas. Il n'y a rien de différent entre mourir et s'absenter. Elle aurait voulu se réfugier derrière la croyance de sa mère, le shéol, l'éventualité d'une purification dans la géhenne, d'une migration de l'âme vers le Gan Eden, ça c'est toute la culture juive, l'endroit d'où on contemple la totalité de la création. Sans doute sa mère avait-elle tellement prié pour elle qu'elle n'avait pas besoin de le faire maintenant, mais dans le regard qui revint vers Aurélia, elle fit passer tous les avertissements du monde. « Ma fille, tu croiras en toi avant de croire en Dieu, et seule ta vie témoignera de l'importance que tu auras eue sur terre. » Voilà. Très bien. Alors les femmes, Ouais. moi j'aime les femmes, Oui, mais On aime les C'est hommes. des beaux rôles de femmes. voilà. il y a beau portrait de femme. On me dit les portraits de femmes, alors ça c'est toujours très drôle parce que moi je fais les portraits, et ça j'y tiens vraiment. La girafe aphatique, je vais pas, rassurez-vous, je vais pas durer longtemps, mais c'est le seul livre de l'édition mondiale qui explose en page 2 avec le portrait. Alors je Oui. vous rassure, le livre est édité normalement. Oui, hein. oui. c'est- Mais en page 2, il y a ce portrait, et je fais ça pour ceux qui avaient vu l'exposition qui s'appelait L'histoire des vainqueurs, où va la colère. Moi, ça fait 15 ans que je fais des portraits comme ça. C'est des portraits qu'il y avait en 4e de l'IB, par exemple, vous savez. Et donc, je fais les portraits de mes proches, et j'avais fait les portraits de tous les artistes qui exposaient là-bas. Donc, c'est un portrait un peu psychologisant. Donc, j'ai toujours fait cet exercice-là. Et on me parle des portraits de femmes, tant mieux, parce que les femmes sont réussies dans le roman. En tout cas, elles sont fortes. Elles sont fortes. Même quand il y a parfois il y a des absences totales, il y en a une qui voilà. Et c'est ce qu'on m'a dit. Alors après, l'autre jour, j'ai été interviewé par quelqu'un qui connaît bien le roman et qui m'a dit mais quand même, enfin toutes les femmes à un moment donné ou à un autre sont malades, pas les hommes. Donc il m'a quasiment accusé de misogynie, mais c'est un truc comme ça. Et voilà. Et il y a cette idée. C'est vrai que j'ai développé dans l'idée, c'est que dès le départ, en fait, quand il faut préparer la fuite, il faut bien faire une valise, il faut savoir ce qu'on va amener, surtout quand on a des enfants comme Aurélia en bas âge. Donc il y a toujours l'idée il y en a une qui est faible et qui finalement va revenir quand même à quelque chose d'un peu plus fort. Ah oui. D'accord ? Et oui, le dernier point que je voulais développer, j'ai oublié sur l'histoire juive, pardon. Mais il y a un point qui est très important, c'est qu'il y a un personnage, un garçon, Vladislav, qui lui va épouser l'aspect militaire et donc totalement secret, d'accord, de la résistance juive. Il va rentrer dans l'organisation, l'ORT, c'est l'organisation Résistance-Travail, qui au départ en 1890 a été fondée pour aider. C'est pour une organisation philanthropique qui apportait une aide aux agriculteurs des juifs à qui on interdisait de cultiver des terres et qui étaient expropriés ou des choses comme ça. Donc il y a cette idée, et il y a l'idée d'une organisation que j'ai trouvée dans des livres d'histoire, mais qui, comme toute organisation paramilitaire, est une organisation secrète. Donc c'est-à-dire qu'on a l'idée on connaît l'organisation officielle, qui est politique, qui est économique, voilà, et derrière une organisation secrète. Et Vladislav, sans doute la trempe qu'il a prise dans le
train, d'accord, le forge et il devient une espèce de bête de guerre comme ça, voilà, et qui lui va, son père, lui, il est dans la, son père est dans la, pas son père, Anton, lui, il est dans l'espèce de résistance un peu poétique, tout ça politique et poétique, et lui, il est dans l'action. On lui demande jusqu'à un moment, alors là, c'est la scène d'action, la grande scène d'action du roman, où on lui demande de mener une action, donc il doit être obéissant comme dans tous les organismes militaires, et là, ça pose un problème, voilà, et ça se passe devant, je rajoute rien, mais ça se passe pile devant l'opéra de Vienne, au moment où tout le monde est réuni, et notamment Oscar, la crapule là, qui vient et qui est tout et avec qui est tout engoncé dans son costume. Et Igor là-dedans, alors, c'est celui-là. Igor, c'est le frère d'Aurélia. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un de plutôt effacé pour le coup. Et c'est lui qui, quand il s'arrête à Paris, parce il a un patron, il devient menuisier, en tout cas apprenti, et il est très content d'être naturalisé français, enfin d'avoir la nationalité française, et surtout il s'engage pour la patrie. Voilà. Donc il est envoyé au front, le pauvre garçon. Pas dire plus. Pas dire plus. J'espère que je ne vous ai pas pris tout votre temps. Mais non, parce Est-ce que vous avez pensé à Il y a des questions. éventuellement un film? Oui, parce que c'est une très bonne. Parce que c'est sûr qu'il y pense. Mais alors, comment dire? Pardon? Il y a même des recettes De cuisine. Il y a énormément de cuisine. Ouais. Énormément de cuisine. Moi, j'aime bien manger. Vous avez déjà fait une suite, je crois, alors. Plus ou moins. Oui, la suite. Je sais que vous avez mis, je crois, une dizaine d'années. Oui. Écoutez, j'étais avec Christian Chavassieux ce week-end, justement, on parlait de tout ça, et donc de la fabrique d'un roman. Il y a énormément de travail sur des écrits comme ça. Cela étant, par rapport à comment dire, au moment de ma vie, tout ce qui s'est passé. En plus, j'ai fait d'autres choses entre-temps. Peut-être que si je me consacrais exclusivement à l'écriture de la suite d'Aurélia, je pourrais en 5 ans faire quelque chose. Mais il faut vraiment un minimum de 5 ans. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Oui. Non, mais nous, on est tous plus vieux que toi. Hein. Mais surtout pas se dépêcher. C'est vrai que c'est comment dire. Moi, j'aurais aimé que mon père ait ce roman dans les mains. Ça c'est clair. Bon, ça s'est pas fait comme ça. Mais surtout pas se précipiter, parce que se précipiter, ça donne des mauvais romans. Et surtout, l'écriture, c'est résister à l'impatience. Et j'ai l'impression d'être un grand philosophe quand je dis ça, parce que j'ai pas toujours fait. Mais c'est résister à l'impatience, c'est résister aux sirènes de la grande édition et de l'autopromotion et blablabla, où vous avez des tonnes de très 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 mauvais bouquins qui sont vendus. C'est vraiment absolument terrible. Moi, je suis un peu brutal souvent, mais il y a de très très mauvais romans. Moi, si j'étais dictateur, parce que je ne suis pas démocrate, mais le jour où je serai dictateur du monde, je vais choper tous les écrivains comme ça, contemporains, et puis je vais leur dire, tiens, je vais leur donner un sujet en disant, ça se passe à tel endroit, à tel moment. Je sais pas, un roman, ici on a tous... il faut que je me taise sur ce terrain, mais je sais pas, comment dire, non, je vais pas donner de contre-exemple, mais un livre, puisqu'il y avait dans le Christophe Néjon, par exemple, qui était, je pense à lui, son bouquin Libéria, mais il y a un travail qui est absolument monumental. Oui. Je pense que quand on travaille, un écrivain, quand il a beaucoup de travail, il s'efface forcément. D'accord. Moi, je pourrais écrire je suis graphomane, hein, je peux écrire n'importe quoi à la commande. Donc, si je devais écrire sur ma rage de dents, mes problèmes de cœur ou mes problèmes d'estomac, ça donnerait un très mauvais roman, mais je peux vous le faire pour demain matin. Moi, c'est pas un souci. Hein. C'est pas un souci. Je serais signé. Allez, je vais envoyer une petite vanne, ça me ressemblerait pas, mais je serais signé chez Lattès ou Flammarion et ça passera tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme ça. Je me suis remis de cette illusion là. Et grand bien en face, parce que un roman, ça dure jamais très longtemps. Des romans comme ça, par exemple, il y en a pas beaucoup, et je vais pas crouler sous le succès, mais je pense que c'est des livres qui auront une vie longue. Mais en tout cas, le cinéma pourrait aider. Et oui, mais parce le cinéma. Franchement, moi, je vois aussi très bien ça. C'est un scénario Quand on le lit, on a l'impression d'avoir la Je vais caméra. faire une polémique, Polanski, ça serait pas mal. Mais faites attention par contre, parce que évidemment, vous imaginez qu'un auteur, quand on rachète
les droits pour le cinéma, déjà, c'est de l'argent. Ah bah oui, ça va te faire... Et puis ça marcherait au cinéma. Maintenant, qui d'entre vous a une relation avec un producteur de cinéma? Voilà. Oui, mais moi, non, il y aurait un Claude Berry, il est mort, Anatole Dauman, le père de Ariane Mouchkine, tous les grands producteurs des années 50, 60, mais qui sont capables de monter ça. Par contre, je ne sais pas si vous avez vérifié, chez les auteurs aussi, il faut faire attention, parce qu'il y a des auteurs, dont certains que j'aime beaucoup, et il y a des auteurs, une fois qu'ils sont adaptés au cinéma, qui se mettent inconsciemment à écrire pour le cinéma, et dont l'écriture change. Ça veut dire que là, on peut dégager un scénario de ça. Mais ça reste un roman. Il y a un choix à faire, c'est-à-dire que quand... Bien sûr. D'autant plus dans l'écriture, d'autant plus quand on situe une histoire dans le début du siècle, ça veut dire que le choix de la langue, on peut pas... Alors Chavassieux m'a balancé un truc, et il me dit quand même, je suis embêté, je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit j'ai vu un du coup. Un du coup? Un du con? Non, il m'a dit j'ai vu un du coup, c'est-à-dire que j'ai mis du coup par exemple, et là on est dans une formulation qui est extrêmement contemporaine et qui passe pas. Et c'est compliqué parce que quand on choisit une langue classique, une langue classique... Tu lui as dit... Voilà. Quand on choisit une langue classique, par exemple, eh bien, il faut aller jusqu'au bout. Oui. C'est-à-dire que les concordances des temps... Alors après, il faut faire gaffe, parce qu'on se retrouve avec imparfait du subjonctif, conditionnel passé, etc. Et on sait très bien qu'il ne faut pas en abuser, sinon la langue devient précieuse et qu'elle bloque. Donc c'est tout ce travail-là qu'il faut... alors bon, je ne sais pas ce que je ferais. Moi, je n'ai pas décidé. Je souffrirais beaucoup, parce que si tu accepterais l'adaptation, ça serait dur pour toi. L'adaptation, tu es obligé de réduire. Hein, moi, l'adaptation, tu le vends, l'adaptation, ce que je veux, c'est du pognon, point final. Voilà, c'est ça. J'attendais cette réponse. Jean-Claude Iso, l'écrivain de Marseille, Iso, fabuleux écrivain Iso. Il est génial. Il a vendu ses droits à Delon. On lui a dit, mais quand même, l'inspecteur qui joue dans les films d'Iso, c'est pas la gueule de Delon. En plus, il est de gauche, plutôt de gauche. Il dit, je m'en fous. Oui. De manière, en plus, je serais écrivain, pareil, je dirais, vous me payez, mais comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Quoi qu'il arrive, de manière, un écrivain, il peut pas, c'est très mauvais d'intervenir sur la... Il y a Manchette aussi, ouais, pas content. Mais on peut pas, on sera force, c'est un autre métier. C'est un métier, oui. Après, vous pouvez aller... C'est ça que souvent on est déçus de voir un film. On lit un livre, on est parfois déçus. Si vous avez lu le livre, vous serez forcément déçu parce que les images mentales ne correspondent pas. Bah oui. Ça, c'est un truc. Et après, alors, il faut avoir une vraie distance. Et après, vous ne pouvez pas lire non plus le livre après avoir vu le film parce que vous avez les images mentales qui sont déterminées par le film. Donc ça, c'est... le mieux, c'est de lire le livre et puis après, si tu veux aller voir le film, tu te dis, c'est autre chose. Je vous rappelle que Boris Vian est mort en sortant de la projection de J'irai cracher sur votre tombe. Donc ça lui a pas plu. Non. Il en est mort. Mais vous êtes très gentil pour moi. Pour l'instant, si vous connaissez un producteur et si le livre vous plaît, achetez-moi les droits, je vous les vends cher, hein, mais je vous les vends. Mais c'est pas, on pense pas à ça. Non, c'est sûr. Et moi, quand je vous parlais tout à l'heure du vers d'Hugo, c'est extrêmement important parce que puisque ces choses sont, c'est qu'il faut qu'elles le soient. Moi, je me le répète comme un mantra parce que c'est forcément quelque chose qui doit arriver comme ça. Si ça doit arriver, ça arrive. Sinon, en plus dans l'édition, il y a trop d'aigreur. Si on se dit tiens, je suis pas reconnu comme étant blabli blablo, là c'est. Il y a même des auteurs bien édités qui sont tout à fait aigris et c'est pas bon. Ouais. Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous avez encore des questions à lui poser sur tout, hein, pas seulement sur le livre il a bien parlé du métier d'écrivain. C'est un vrai métier, écrivain. Ouais. Ça vous tombe dessus. Très jeune, apparemment. Ouais. Mais c'est très dur. Alors évidemment, sur des moments comme ça, c'est... Enfin, je suis pas du tout, je me présente pas à la mairie, hein, c'est la deuxième fois que je le dis, hein, mais je suis pas du tout dans la flatterie, mais des moments comme ça, c'est absolument essentiel. Ça valide tous les choix qu'on a faits. Ouais. Ça c'est. Alors mon envie, ma dernière envie sur la vie d'un roman. Bon là j'ai.
j'ai hâte d'aller en parler, enfin j'espère pouvoir en parler, parce que j'étais invité par Pierre Chardour, que vous connaissez bien, au Salon du Livre des Mondes Juifs à Montpellier au mois de novembre prochain. Donc là, moi, ça m'intéresse d'aller me positionner là-bas pour parler un peu de ça. Ça me paraît intéressant qu'un goy aille parler de cette dimension-là, qu'on soit pas dans... Et puis voilà, puis après l'intention, enfin mon intention à moi, c'est que le livre vive. Oui. Alors moi je vais faire mon propos sempiternel, c'est-à-dire que si le livre vous plaît, tant mieux. Offrez-le, ne le prêtez pas votre exemplaire. Ça va pas m'apporter la fortune, hein, mais c'est de la petite édition. Soyez résistants, c'est-à-dire que, y compris, enfin j'allais dire surtout dans cette ville, mais je vais me taire. Parce que pour avoir le livre, c'est extrêmement compliqué en passant par eBay, ce qui est quand même tout à fait dommage parce que l'éditeur, il existe. On se heurte à des... pourquoi il n'a pas un diffuseur après, ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. Oui, parce qu'il lui manque ça, c'est tout. Ouais, sauf que lui, c'est un industriel et que cette question, il y a bien pensé et qu'il aurait plutôt envie de passer les libraires au napalm à l'heure actuelle. Mais c'est comme ça, c'est un autre. Cela étant, si vous commandez le bouquin, qui est-ce que la dame qui m'a dit ça voilà, c'est-à-dire qu'en commandant le bouquin, si vous êtes familiarisé par Internet en 2 jours, mais 2 jours il est chez vous, d'accord. Et si il y a Prose Café à Frontignan qui le défend, et même, je ne sais plus qui a fait ça, c'est-à-dire qu'en appelant, parce qu'il y a un téléphone, ou en envoyant un mail à l'éditeur, si vous n'êtes pas familier de ça, il vous envoie vous donnez votre adresse, il l'envoie, et il vous enverra le bouquin avant même que vous ayez envoyé le chèque. Ouais, il a cette philosophie. Mais tout le monde... alors j'ai une déception, il faut que je la... J'ai vécu une déception, voilà, c'est le monde de l'édition est vécu comme ça, c'est que il y a eu une belle histoire, j'aurais préféré qu'ils me préviennent pas, mais dans la même journée, j'ai eu une critique absolument dithyrambique sur un site de gros lecteurs, et un site national. Et dans le même jour, alors j'ai cru que c'était moi, et puis moi je pense à mes personnages, hein, j'ai cru que c'était vraiment mon jour de chance, c'est-à-dire que la responsable de J'ai lu a envoyé un mail à mon éditeur en disant j'ai entendu parler d'un bouquin, on m'a dit beaucoup de bien d'un bouquin, et je me suis dit si ça sort en livre de poche, la diffusion va être parfaite, et finalement ils l'ont pas pris, voilà. Et malheureusement on ne sait pas pourquoi, sans doute parce que il est trop gros et que l'auteur n'est pas assez connu.